Saint Augustin, peut-être que certains connaissent, dit « aime et fais ce que tu veux ». Vous savez bien que l'amour concourt toujours au bien. Et il poursuit en disant « si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. » Et il poursuit en disant que si tu pardonnes aussi, pardonne par amour. Et enfin, il dit, aie au fond de toi la racine de l'amour. Alors, ayez au fond de vous la racine de l'amour. Parce que vous savez toujours que l'amour est sagesse. Et quand on parle de sagesse, tout est y compris. La paix, la tolérance. Alors, je souhaite à tout un chacun une bonne matinée et un bon enseignement, une bonne intégration de tout ce qu'on va entendre, parce que l'objectif, c'est qu'on puisse aussi redéployer et vivre ce que nous allons entendre aujourd'hui dans notre quotidien de tous les jours. Voilà, je vous remercie et je souhaite une bonne journée à tous et chacun. Je suis très très heureuse d'être là cette année une fois de plus. Je pense que j'étais là dans cette même salle l'année dernière, à cette même occasion. Je remercie les organisateurs d'avoir bien voulu associer l'UNESCO une fois de plus à cette importante célébration. Je suis donc Régine Priso, je suis spécialiste des questions d'éducation et de formation au bureau régional de l'UNESCO, pour l'Afrique de l'Ouest, pour toute l'Afrique de l'Ouest, dont le siège est ici à Dakar. Je suis accompagnée ce matin par mademoiselle Cynthia Chang. You can stand up and you greet people. Cynthia est une citoyenne du monde. Elle effectue un stage d'une année à l'UNESCO, au bureau régional de Dakar. Donc, ma première pensée va au frère Luc, au frère directeur, parce que j'ai l'habitude de le voir à travers diverses cérémonies. Et je voudrais, à travers vous, lui transmettre les amitiés du bureau de l'UNESCO et lui souhaiter un prompt rétablissement. Alors, ceci étant dit, mon propos va rappeler le cadre dans lequel a été instaurée cette journée internationale de la tolérance que nous célébrons, même si le concept est contextualisé ici et qu'on le désigne plutôt sous le vocable acceptation de l'autre. C'est quand même un concept qui a été théorisé au niveau des agences des Nations Unies que je représente et de l'UNESCO en particulier. J'espère d'ailleurs que quelqu'un dans la salle, une fille, peut me dire ce que c'est que l'UNESCO. Qui est volontaire pour me dire ce que c'est que l'UNESCO? De ce côté-ci, une fille. Est-ce qu'il y a une fille de ce côté-ci qui sait ce que c'est que l'UNESCO? Est-ce qu'il y a un garçon de ce côté-ci qui sait ce que c'est que l'UNESCO? Il lève la main et il nous le dit. J'entends un moi. Allez, un peu de courage. C'est quoi l'UNESCO? Bon, sinon, on va passer au côté fort. Ceci est le côté fort. Est-ce qu'il y a une jeune fille ici qui sait ce que c'est que l'UNESCO? Est-ce qu'il y a un jeune homme qui sait ce que c'est que l'UNESCO? Mais allez-y, ne perdons pas le temps, allez-y. Dites-nous ce que c'est que l'UNESCO. Parce que votre collège invite l'UNESCO chaque année. C'est quelle classe? La première? Yes, allez-y, allez-y. C'est quoi l'UNESCO? Oui. C'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Bravo.
Bravo, donc je me sens légitime à être là et à continuer mon propos. Bravo. Donc, mesdames et messieurs les membres de la communauté éducative, chers élèves, Madame le ministre, cher professeur Pendambo, au nom du directeur du bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest, je vous salue donc tous bien chaleureusement. Je voudrais introduire mon intervention en rappelant ce que c'est que la déclaration de principe sur la tolérance adoptée le 16 novembre 1995 par les États membres de l'UNESCO, y compris le Sénégal, donc, qui fixe le cadre de la célébration annuelle de cette importante journée du 16 novembre. Comme je vous le disais, ce concept est instauré et reconnu par les Nations Unies. Le 16 novembre est la journée internationale de célébration de la tolérance et de la paix qui va avec. Je voudrais faire ce petit rappel parce que je m'adresse à une génération connectée, à une génération chanceuse, parce que les plus curieux d'entre vous, au sortir de cet amphithéâtre, pourront aller en ligne, aller sur Internet et regarder et chercher la bonne information sur ce que c'est, d'où vient cette journée, pourquoi est-ce qu'on l'a instaurée. Vous êtes la génération chanceuse, la génération connectée. Vous pouvez faire vos propres recherches en ligne. Donc, les États membres de l'UNESCO ont ainsi montré leur détermination à prendre toutes les mesures positives nécessaires pour promouvoir la tolérance dans les sociétés humaines. Parce que la tolérance n'est pas seulement un principe qui nous est cher à nous tous, mais davantage, la tolérance est une condition nécessaire à la paix et au progrès économique et social de tous les peuples. Et comme vous le savez, en regardant autour de vous, les peuples du monde se caractérisent par leur diversité. Seule la tolérance peut assurer la survie de communautés mixtes dans chaque pays, dans chaque région du monde. La déclaration à laquelle je faisais donc allusion, la déclaration de principe sur la tolérance, propose quand même quelques définitions, puisque vous êtes des élèves de la classe de première. J'ai préparé pour vous un ensemble de définitions de ce que c'est que la tolérance, selon cette déclaration-là. La tolérance est le respect, l'acceptation et l'appréciation de la richesse et de la diversité des cultures, de la richesse et de la diversité des modes d'expression et des manières d'exprimer notre qualité d'être humain. La tolérance est encouragée par la connaissance, l'ouverture d'esprit, la communication, la liberté de pensée, de conscience, de croyance. La tolérance est l'harmonie dans la différence. Je pense que c'est ce qu'on appelle ici l'acceptation de l'autre. La tolérance n'est pas seulement une obligation d'ordre éthique, elle est également une nécessité politique et même juridique. Parce que la tolérance est une vertu qui rend la paix possible et contribue à substituer une culture de la paix à la culture de la guerre. Une autre définition que propose cette déclaration-là. La tolérance n'est ni une concession, ni une condescendance, ni même une complaisance. La tolérance est avant tout une attitude active animée par la reconnaissance des droits universels de la personne humaine. En aucun cas, la tolérance ne saurait être invoquée
pour justifier des atteintes à des valeurs fondamentales. La tolérance doit être pratiquée par les individus, par les groupes, par les États. La tolérance est la clé de voûte des droits de l'homme, du pluralisme, y compris du pluralisme culturel, de la démocratie et de l'état de droit. Elle implique donc le rejet du dogmatisme, de l'absolutisme, et elle conforte les normes énoncées par les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. La tolérance, conformément au respect des droits de l'homme, pratiquer la tolérance, ce n'est ni tolérer l'injustice sociale, ni renoncer à ses propres convictions, ni faire concession à cet égard. La pratique de la tolérance signifie que chacun a le libre choix de ses convictions et accepte que l'autre jouisse de la même liberté. Elle signifie l'acceptation du fait que les êtres humains, qui se caractérisent donc naturellement par leur diversité d'aspects physiques, de situations économiques, de modes d'expression, de comportement, de valeurs, et tous ces êtres humains-là ont le droit de vivre en paix et d'être tels qu'ils sont. Elle signifie enfin également que nul ne peut donc imposer ses opinions à autrui. Je m'en vais donc me retourner maintenant vers le secteur qui est le mien, qui est mon secteur professionnel d'appartenance, le secteur de l'éducation. Qu'est-ce que nous pensons de ce concept de la tolérance, nous qui travaillons dans le secteur de l'éducation pour les Nations Unies? Nous pensons d'abord, nous affirmons haut et fort que l'éducation est le moyen le plus efficace de prévenir l'intolérance. La première étape à cet égard consiste à enseigner aux individus que leurs droits et leurs libertés sont assurés et que nous devons promouvoir la volonté de protéger ces droits et ces libertés. L'éducation à la tolérance doit être considérée comme un impératif prioritaire. C'est pourquoi il est nécessaire de promouvoir des méthodes systémiques et rationnelles d'enseignement de la tolérance, centrées sur les sources culturelles, sociales, religieuses, etc. Les politiques et les programmes d'éducation doivent contribuer au développement de la compréhension, de la solidarité, de la tolérance entre les élèves, mais aussi entre les individus qui constituent une société. Renforcer par l'éducation la cohésion pacifique entre les groupes ethniques, les groupes sociaux, les groupes culturels, les groupes religieux, les groupes linguistiques, etc. L'éducation à la tolérance doit viser à contrecarrer les influences qui conduisent à la peur et à l'exclusion de l'autre, et doit aider les jeunes à développer leur capacité d'exercer un jugement autonome, mener une réflexion critique et raisonner en termes éthiques. Il est nécessaire d'accorder une attention particulière à l'amélioration de la formation des enseignants, des programmes d'enseignement, du contenu des manuels scolaires, du contenu des cours dispensés dans les salles de classe, du contenu de tout type de matériel pédagogique, y compris du contenu de ce que nous voyons aujourd'hui à travers les technologies nouvelles éducatives, afin de former des citoyens solidaires, tolérants, responsables, ouverts aux cultures des autres, capables d'apprécier la valeur de la liberté, respectueux de la dignité des êtres humains et de leurs différences, et capables de prévenir les conflits d'aujourd'hui et de demain. En conclusion, après vous avoir présenté ces quelques définitions de la tolérance que l'on trouve, je vous encourage à aller en ligne pour continuer vos recherches
sur cette déclaration de principe de l'UNESCO sur la tolérance. Nous réaffirmons, nous, à l'UNESCO, que le secteur de l'éducation, les écoles, peuvent jouer un rôle très important pour que la tolérance ou l'acceptation de l'autre règne dans nos sociétés. Les États membres de l'UNESCO l'ont compris en 1995. Je voudrais passer un dernier message au frère directeur, que le thème qui a été choisi cette année pour célébrer cette journée, par l'acceptation de l'autre, agir maintenant pour un monde pacifique, est un thème pertinent, est un thème d'actualité, parce qu'il est tout à fait aligné avec la déclaration de principe de l'UNESCO sur la tolérance, qui dit, et je cite pour terminer, « La tolérance est le respect, l'acceptation et l'appréciation de la richesse et de la diversité des cultures de notre monde, de nos modes d'expression, de nos manières d'exprimer notre qualité d'êtres humains. » Frère Luc, frère Gabriel, Martin, merci beaucoup. Merci, Madame la représentante de l'UNESCO, avec votre collègue, jeune collègue. Bonjour, chers élèves. Je ne sais pas pourquoi je ne viendrai pas parler aux élèves. Parce que simplement, ça me renvoie à mes années de lycée, les années 70. J'ai fait la 6e au lycée Van Vollenhoven en 1968-69, j'ai fait la 6e. Et cette conférence, ce n'est pas la première fois que je me tiens devant des élèves pour donner une conférence. Je l'ai fait au collège Notre-Dame, au collège il y a longtemps, au lycée Kennedy, et c'est toujours avec joie que je participe sous forme d'interaction avec des jeunes. Quand j'ai créé le mouvement citoyen en 2002, c'était justement pour récupérer d'abord les jeunes qui étaient sortis de l'école et qui commençaient à perdre leur éducation. Mais finalement, c'est devenu un mouvement très élitiste parce que j'ai travaillé autour de la participation politique et intellectuelle des jeunes. Parce que pour moi, c'est fondamental d'asseoir et de travailler autour de ces jeunes qui sont porteurs de ce que j'appelle, en fait, la classe moyenne sans laquelle on ne peut pas faire de développement, sans laquelle on ne peut pas transformer une société, sans laquelle cette classe moyenne, on ne peut pas bâtir une société démocratique. Et s'il faut l'enraciner à partir de tous ces jeunes. Je crois que la prospective, il faut partir justement d'eux. Ça, c'était ma première réaction. Je félicite aussi la chorale. Parce que c'est une tradition ici au Sénégal de voir les chorales
où des musulmans et des chrétiens participent à la même chorale, ou si les musulmans ne participent pas, ils apprécient la chorale. Et celui qui l'a représenté ici, Julien Jouga, était un acteur essentiel et très important du dialogue interreligieux et de la tolérance. Je crois que les chants de chorale participent justement non seulement à la tolérance, mais à bâtir une culture de paix. Et je crois que le Sénégal est un exemple en cela. Mon collègue Ibrahima Thioub a l'habitude de dire que le seul pays où on trouve le Sacré-Cœur à côté de la mosquée, c'est bien le Sénégal. C'est vrai, c'est un pays particulier. J'y reviendrai en troisième partie. Mais je voudrais aussi attirer l'attention des jeunes que pour nous, Sénégalais, l'UNESCO est extrêmement importante. Parce que c'est la première, si vous voulez, organisation des Nations Unies dirigée par un Africain, en l'occurrence Amadou Mahtar Mbow, qui a été de 1974 jusqu'à 1987 pratiquement, et le président de la République vient de lui rendre un hommage national. C'est le premier Africain à se retrouver dans une organisation des Nations Unies. Et à ce moment aussi, l'UNESCO était au fait de ce qu'elle représente en matière de culture, de paix, de tolérance. Peut-être une autre fois, je viendrai ici prendre l'exemple d'Amadou Mahtar Mbow et vous faire une conférence justement sur l'UNESCO de l'époque. Par l'acceptation de l'autre, agir pour maintenant pour un monde pacifique, je crois que la réflexion nous pousse à poser un premier problème, c'est quoi l'altérité? Pourquoi l'altérité est en question? Moi, quand j'étais élève, déjà dès le primaire, à l'époque, il n'y avait pas Internet, on n'avait que les livres pour lire et la radio pour écouter. Il n'y avait pas aussi de télévision. Mais j'étais tout le temps collée à la radio et quand le président Senghor faisait ses discours, je prenais les mots que je ne comprenais pas et je regardais dans mon dictionnaire quelle est la signification du mot. Et c'est comme ça que j'ai piqué deux mots extrêmement importants d'un discours de Senghor, c'est équité et inéquité. Et je regardais toujours dans le dictionnaire. Quand un mot m'est étranger, je commence par me poser des questions. Quelle est la signification de ce mot? Et c'est comme ça que j'ai connu le mot altérité. Comment équité, inéquité. Une anecdote en passant comme ça. Quand j'étais au lycée Van Vault, chaque matin, je prenais le car rapide pour descendre à Sandaga et je marchais pour aller au lycée. Et là où il y avait, c'est aujourd'hui le ministère de la Justice, mais après c'était l'ambassade des États-Unis. Chaque matin que Dieu fait, je rencontrais à cet endroit Abbé Ndiaye. Vous vous souvenez de Abbé Ndiaye qui faisait les émissions, je ne parle pas, je parle au frère Martin, Abbé Ndiaye qui faisait les émissions radiophoniques sur justement la religion. Et quand un jour, je ne le rencontrais pas, à notre prochaine rencontre, il me posait la question, pourquoi on ne s'est pas vu tel jour? Tous les matins, chaque matin quand j'allais au lycée, exactement au même endroit, il faisait sa marche, moi j'allais rejoindre le lycée, on se retrouvait nez à nez. Abbé Ndiaye. Et il avait une phrase particulière pour dire ce que représentait Jésus. Il disait, Jésus, écoutez bien comment il le traduisait en Wolof. Kaddu Yalla bi def boppam muy nit. Kaddu Yalla bi def boppam muy nit. C'est la parole de Dieu qui se transforme en être humain. C'est comme ça qu'il traduisait justement le Saint-Esprit. Kaddu Yalla bi def boppam muy nit. Ça, je le dis en passant. Donc, je reviens à ma conférence. La diversité de notre humanité commune
dont les aspects les plus meurtriers occupent en ce moment le devant de la scène. J'espère que vous suivez les actualités. Vous regardez ce qui se passe à travers le monde. On a d'abord la révolution technologique qui a complètement bouleversé notre univers et notre humanité. Cette révolution a décloisonné davantage notre monde. Elle a accéléré les pluralités et la diversité de nos richesses. La révolution a rendu les avancées scientifiques, tout comme les possibilités, les possibles dérives plus accessibles. Il y a des dérives partout. Elle a mondialisé l'économie, mais également les conséquences de ces crises. Elle a rendu aussi plus flagrante l'ampleur des inégalités. Comme toujours, en période de crise, la tentation du repli identitaire est forte. Celle du bouc émissaire aussi. On le voit jusqu'à un niveau insoupçonné. On voit un chef d'État qui trouve un bouc émissaire partout. Et ce chef d'État, malheureusement, c'est lui qui dirige un peu notre monde. Des boucs émissaires, si ce n'est pas l'immigré. On s'attaque, et c'est incroyable, dans les pays les plus développés qui étaient, j'ai discuté avec une amie suédoise, il y a 2 jours en lui disant, là où notre monde a vraiment changé, c'est que la Suède, tous les pays scandinaves ont été connus pour leur tolérance. Dans les pays scandinaves, comme la Suède, la Norvège, le Danemark, c'était des pays qui recevaient tout ce qui était en difficulté à travers le monde. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit ces pays de plus en plus intolérants où on rejette l'autre. Quand il y a eu la révolution iranienne en 1979 et que les intellectuels étaient en difficulté avec la révolution, je me souviens, la Suède en avait reçu beaucoup. Malheureusement, aujourd'hui, ces pays aussi sont gangrénés un peu, comme tous les autres pays. Donc, au lieu de se concentrer sur les problèmes de fond, on stigmatise la figure de l'autre comme cause de tous les maux. On l'instrumentalisation pour en faire une menace. Cette tendance à l'uniformisation à outrance génère ainsi de l'intolérance et nourrit les mouvements intégristes, notamment religieux. L'intégrisme est partout, malheureusement. C'est à l'ère du repli identitaire que s'impose avec la plus grande évidence de l'interdépendance de nos sociétés ainsi que la nécessité de dialogue pour plus de tolérance et d'ouverture. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, on a créé les conditions d'une organisation des Nations Unies. C'était des intellectuels, Jean-Stéphane Hessel et d'autres. Ils se sont réunis et ont réfléchi sur le devenir de l'humanité. Mais après combien d'années de guerre meurtrière? Et ce qu'il faut absolument éviter. On a les affrontements, les conflits idéologiques, les ingérences et les agressions, la notion intercommunautaire ou la violence intercommunautaire parfois, intracommunautaire. Vous savez, même à l'intérieur, quand on prend le cas des religions, à l'intérieur des religions, il y a des violences. Par exemple, je prends le cas de l'islam, il y a des violences pas seulement entre musulmans et les autres religions, mais il peut y avoir des violences entre musulmans eux-mêmes, parce qu'ils ne sont pas de la même confrérie, parce qu'ils ne sont pas de la même... Par exemple, l'exemple le plus patent, c'est quand il y a la disparition du prophète. On a eu toutes les guerres, toute la grande guerre qu'on appelle dans l'islam la fitna,
Et cette fitna a généré, pendant cette période, ce que nous connaissons, les divisions politico-religieuses, que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui, chiites, chiisme, kharijite, etc. Donc les affrontements et les conflits idéologiques se multiplient, je l'ai dit. Les discriminations envers l'autre aussi, sur des fondements ethniques ou religieux, quelque chose qu'on vient de voir, c'est le terrorisme. Tout à fait à côté, il y a le Mali qui connaît énormément de difficultés à cause du terrorisme. Donc il y a le crime international organisé, les discriminations effectives, les reflets communautaires et la montée de la xénophobie. Alors dans un monde où on dresse un tableau aussi sombre, aussi noir, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment construire la tolérance? Et ça, je vais prendre mon exemple à moi. Et je vais vous lire quelques éléments d'un discours que j'avais écrit quand je recevais un doctorat honoris causa dans une université qui travaille beaucoup sur le Moyen-Âge, c'est-à-dire Cluj. Et je vais vous lire, vous allez vous rendre compte qu'il faut que chacun puisse bâtir sa propre tolérance. Et comment bâtir la tolérance? Tout à l'heure, la représentante de l'UNESCO a insisté sur un élément essentiel, l'éducation. Sans l'éducation, l'accès à la connaissance, le savoir, il est extrêmement difficile de bâtir la tolérance. Si vous allez dans n'importe quel pays du monde, les plus tolérants, ce sont les plus éduqués, ceux qui sont issus d'un milieu favorable à l'ouverture. Et on ne peut pas être favorable à l'ouverture si nous ne sommes pas éduqués. Alors, pour moi, mon itinéraire, j'ai un itinéraire intellectuel assez singulier en Afrique, et fait que nous jugeons particulièrement important dans notre rencontre avec la civilisation, mais aussi civilisation européenne, mais aussi le monde musulman. En réalité, nous sommes une très grande métisse sur le plan culturel. Écoutez bien ce que je vais dire. Personnellement, nous passons allègrement de la récitation du Coran à l'écoute de la musique classique ou à suivre un opéra ou encore à savourer le tam-tam à l'époque. Sous la baguette magique de Doudou Ndiaye Rose, la sublimation du beau reste avant tout ouverture. Notre goût des monuments historiques, nous promenant vers la découverte des mosquées, cathédrales. Les Chartreuses, ce sont aussi des lieux spirituels chrétiens. Les monastères, les béguinages, ce sont des lieux de retraite, surtout pour les femmes. On en trouve d'extrêmement importants en Belgique, par exemple. Nous méditons souvent sur ce que l'être humain peut bâtir, élever pour magnifier Dieu, exprimer sa foi. Assurément, là, il s'agit d'un trait commun à toutes les civilisations. Et une fois, j'étais à la basilique Saint-Pierre, à Rome. Et j'ai toujours dit que si j'en avais les moyens, moi, personnellement, le livre, ce qui devait être mon livre, je me serais promenée à travers tous les pays pour capturer les monuments, des photos des monuments historiques, des grands monuments historiques à travers le monde, et à partir de là, faire un livre avec mes commentaires et montrer ce que l'être humain est capable de faire pour Dieu. J'ai visité toutes sortes de monuments historiques. Par exemple, la rencontre fortuite pour moi, organisée avec un imam, un cheikh, un mystique, un prêtre, un moine bouddhiste, un pasteur, un rabbin, demeure pour nous une source d'enrichissement, un pas de plus vers la sagesse et la complétude. Nous aurions aimé, je peux vous parler de tout mon héritage intellectuel africain, avec l'influence des aînés sur notre esprit, notre quête de liberté,
notre soif inextinguible de connaissance. Seulement lorsqu'on a un itinéraire aussi éclectique que le nôtre, il faut savoir faire des choix. Pour moi, quelque chose est fondamental. Tout à l'heure, il a cité Saint-Augustin. Saint-Augustin, l'évêque de Beaune, est un Africain comme vous et moi, mais qui a joué un rôle fondamental dans la pensée chrétienne. Saint-Augustin, il a écrit un livre. J'avais l'habitude de prendre des textes de ce livre de Saint-Augustin, La Cité de Dieu, pour faire des commentaires avec mes étudiants. Et Saint-Augustin, il a traité de l'amour, il a traité de la tolérance, il a traité, sa réflexion est très profonde, par exemple. Mais pour moi, ce que j'ai appris avec le Moyen-Âge, ça m'a donné une vision extrêmement importante. Mais je vais m'arrêter sur un personnage que j'affectionne particulièrement. C'est le personnage de Saint François d'Assise. Il se situe au cœur, je crois que Saint François d'Assise, comme par exemple les grands soufis et mystiques du monde musulman, sont au cœur de la réflexion à l'UNESCO. Saint François se situe au cœur du tournant décisif du XIIe au XIIIe siècle, où naît un Moyen-Âge moderne et dynamique, qui fait bouger la religion, la civilisation et la société. François a joué un rôle primordial dans l'essor des nouveaux ordres, mendiant, diffusant un apostolat pour la nouvelle société chrétienne, a enrichi la société chrétienne d'une dimension écologique, au point d'apparaître comme l'inventeur d'un sentiment médiéval de la nature, s'exprimant dans la religion, la littérature et l'art. Modèle d'un nouveau type de sainteté centrée sur le Christ, au point de s'identifier à lui en étant le premier homme à recevoir les stigmates. François a été l'un des personnages les plus impressionnants de son temps et jusqu'à aujourd'hui de l'histoire du Moyen-Âge. Pour ces raisons, pour nous, Saint François est une référence et son hymne pour la paix. Jeunes gens, je vous exhorte d'écouter très bien avec concentration l'hymne de Saint François d'Assise. Tout à l'heure, il a cité Saint Augustin sur l'amour. Moi, je cite Saint François. Il dit, Seigneur, fais de moi un instrument de la paix. Là où est la haine, que je mette de l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la richesse, que je mette la joie. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en se dotant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Alors, notre attention a été retenue pendant la période que moi j'ai étudiée par la dialectique entre foi et raison portée par quelqu'un comme Saint Thomas d'Aquin, le mouvement d'idées chez les intellectuels de cette période. Je vous assure que ce que j'ai retenu de l'histoire médiévale et de la religion au Moyen-Âge a beaucoup contribué à faire de moi ce que je suis. Alors maintenant, je vais terminer par la troisième partie qui me semble être la partie essentielle pour vous. Je n'ai pas parlé, par exemple, d'un élément, parce que pour ne pas écourter le temps des échanges,
d'un élément essentiel, c'est-à-dire la rencontre de l'Occident avec le monde musulman au Moyen-Âge. C'est important. Comment les penseurs comme Ibn Khaldun, comme tant d'autres, ont contribué justement à cette pensée. La philosophie musulmane s'est développée. Moi, je dis toujours que c'était la période que je connais de l'islam, qui est la période la plus tolérante de l'histoire de l'islam. C'est la période des grands philosophes, comme les philosophes du Kalam. C'est la période de gens comme Averroès, Avicenne, Ibn Sina, Averroès. La raison, comme chez Saint Thomas, chez ces auteurs musulmans aussi, qui ont fait découvrir à l'Occident les grands penseurs de l'Antiquité, c'est une période absolument fabuleuse. Et il y a, par exemple, et l'UNESCO l'a beaucoup célébré, Louis Massignon a été célébré. Vous pouvez voir aussi dans vos études, c'était un chrétien, presque mystique, mais qui s'est tellement intéressé à l'islam, surtout le côté soufi. Et je n'ai pas le temps de vous faire les interactions entre le soufisme musulman et la vie des prêtres ou la vie des moines dans les monastères. Mais une autre fois, on le fera. L'ascèse des pieds soufis et la métaphysique spéculative, comme chez les falasafas, le kalam. Il y a des échanges entre les différentes religions. Mais pourquoi tout ça est important pour nous, Sénégalais? Pourquoi? Le Sénégal est un pays très particulier. Le pays tel que vous le connaissez à l'heure actuelle est une création, c'est vrai, de Faidherbe en 1857. Et la plupart des gens qui se sont installés au Sénégal ont fui les grands empires, ont cherché la liberté et sont venus s'installer sur ce territoire qu'est le Sénégal, surtout le long du fleuve Sénégal. Et à partir de ce moment, la colonisation, quand elle est arrivée sur Faidherbe, il dit qu'il a trouvé des groupes et il les a unis pour en faire une nation. Le Sénégal est un pays qui n'a pas connu, si vous voulez, tous ces problèmes ethniques, etc. Parce que la nation en gestation a été, c'est faite justement très facilement et beaucoup plus rapidement. Et nous avons eu la chance, après l'organisation de cette nation en gestation durant la période coloniale, le Sénégal a eu la chance d'avoir abrité les premières écoles pendant la période coloniale. La première école, c'est l'école de Jean d'Arc à Saint-Louis, plus les écoles justement créées par les moines, les frères, etc., et même Jean d'Arc. Et ces écoles, on a abrité les premières écoles, mais c'est là où aussi a émergé les premiers intellectuels ici en Afrique francophone. Et je pense particulièrement à une personne qui est très chère à l'Église, c'est Alioune Diop, le créateur de Présence africaine. Et dans la génération de Présence africaine, vous allez trouver des gens du mouvement de la négritude, Senghor, Césaire, les grands nationalistes historiens comme Cheikh Anta Diop, ou encore les marxistes-léninistes plus tard, les Amady Ali Dieng et consorts. Et ce mouvement intellectuel, très puissant à partir de 1947, a créé les conditions, si vous voulez, d'une Afrique indépendante, autonome. Et je sais qu'au Cameroun, il y a beaucoup d'intellectuels camerounais qui ont participé à Présence africaine. Je connaissais bien Fabien Eboussi Boulaga et tant d'autres. À Mongobeti, on a eu le révérend père Moueng. Donc, ils ont contribué à ce mouvement intellectuel puissant, mouvement qui a mené nos pays à l'indépendance. Mais une fois que les pays indépendants, le premier président qu'on a eu au Sénégal en 1960 fut Léopold Sédar Senghor. Senghor était un chrétien. Dans un pays musulman, chrétien, pays où on dit qu'il y a plus de 90% de musulmans. Senghor est doublement minoritaire au Sénégal. Il était chrétien, il était sérère. Mais cela n'a pas empêché les Sénégalais d'en faire leur homme politique, leur président
Et là, le moment où Senghor est arrivé au pouvoir, et le moment où il a quitté le pouvoir, ça faisait pratiquement une quarantaine d'années. Et qu'est-ce qui était important pour que les Sénégalais mettent Senghor au devant de la scène? D'abord, ses études universitaires, ses diplômes. Il était le premier Africain sénégalais agrégé. Il était professeur de français. Et je crois que c'est le fait, l'accent mis sur le savoir, qui a construit le leadership de Senghor. Mais président, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, les religions monothéistes ont participé dans ce pays au décloisonnement et à la détribalisation, à l'intégration entre les populations. Mais Senghor a été un chrétien soutenu par les chefs religieux musulmans et un de ses grands amis, Thierno Seydou Nourou Tall, mais il était soutenu par les deux dirigeants des confréries, c'est-à-dire Babacar Sy à Tivaouane et encore Falilou Mbacké à Touba. Et c'est comme ça que s'est construit le Sénégal de la tolérance. Mais un autre aspect dans la politique senghorienne, c'est quand il était président, pour accélérer l'intégration ethnique, pour qu'on n'ait pas de problème ethnique au Sénégal, il prenait celui qui était du sud, il l'affectait au nord, au Fouta, il prenait celui qui était du Fouta, il l'affectait au sud pour administrer le sud, etc. Et il y a une circulation à la fois des élites, des populations au Sénégal. Malheureusement, la seule discontinuité qu'on a connue, c'est la Gambie insérée à l'intérieur du Sénégal et qui a fait qu'on a connu une discontinuité sur le plan territorial. Et l'Église faisait partie, justement, de l'élite, ce que j'appelle un pourcentage, c'est vrai, de chrétiens, mais ces chrétiens étaient une minorité agissante, participaient à la formation des élites. La preuve, vous êtes là. Et le Sénégal a fonctionné ainsi. C'est-à-dire qu'il y a une interaction entre les ethnies, les groupes ethniques, les groupes religieux, mais aussi les élites. Et la dynamique élitaire était une dynamique, et je le dis toujours, de l'islam sénégalais, c'est un islam citoyen, fondamentalement, plus qu'un islam politique. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce sont les musulmans, comme El Hadji Omar, qui a traversé le Sénégal pour aller au Mali jusqu'à Sokoto et qui a permis à Ousmane Dan Fodio de créer le califat de Sokoto, mais l'islam politique, en dehors des révolutions du XVIIIe siècle, des Torodo, ne s'est jamais implanté au Sénégal. Et ça veut dire que la laïcité, la forme de la laïcité que nous avons au Sénégal, est un aspect extrêmement important de notre tolérance. De notre tolérance, et la laïcité existe, je veux dire, bien avant la colonisation. Si vous voulez, dans les débats, je pourrais y revenir. Donc, nous avons un État particulier, un pays singulier, et c'est ça le fondement de la tolérance au Sénégal. Et même vous, au Sénégal, toutes les fêtes sont fêtées par tout le monde. Noël, moi j'ai une amie chrétienne, Simone Gérard. Et à Noël, elle m'invite chez elle. Son frère, chrétien, a une épouse musulmane. Mais ce qui était frappant, au moment de Noël, il y avait deux choses. Il y avait un méchoui de cochon et un méchoui de mouton. Et moi, toute seule, j'étais avec mon méchoui de mouton et les autres mangeaient leur méchoui. Quelle est cette forme de tolérance? On ne trouve cette tolérance que dans notre pays. La tabaski, on échange des viandes. La korité, on donne des ngalla, etc., etc. Et ça n'a jamais posé de problème véritablement dans ce pays. Il y a une cohabitation. Moi, je suis musulmane. J'ai beaucoup d'amis chez les chrétiens. Mais quand il y a un décès, etc., je vais à l'église, j'assiste à la messe, et je repars chez moi. Ça, je trouve que la forme de tolérance que nous avons au Sénégal est une forme unique à travers le monde, et c'est ce que nous devons préserver à tout prix. Alors, pour conclure, qu'est-ce que j'attends de vous? Moi,
je lis la Bible, je lis le Talmud. Vous allez me dire que c'est pour des raisons intellectuelles, pour savoir. Mais ça me permet aussi de connaître l'autre. C'est-à-dire de connaître, vous savez, Abbé Jacques Seck, Abbé Jacques Ndogop Seck. Il connaît le Coran mieux que beaucoup de musulmans dans ce pays. Et ça ne l'empêche pas de rester dans sa foi chrétienne. On doit découvrir l'autre, le connaître. On doit découvrir l'autre, le connaître. Moi, je lis tout. T-O-U-T. J'écoute la musique chrétienne. Parce que pendant le Moyen-Âge aussi, toutes les musiques étaient des musiques. Et au fond, quand on y réfléchit, même l'université, l'école est une création de la religion. Les écoles épiscopales, pendant le Moyen-Âge, se sont transformées en première université du Moyen-Âge. La Sorbonne, Bologne ou Oxford sont issues justement de ces écoles épiscopales. Il faut tout lire, tout étudier. Et puis, il y a des valeurs qui sont des valeurs universelles. Il ne faut pas transiger avec ces valeurs. C'est la tolérance, c'est la citoyenneté égalitaire. Ce n'est pas parce qu'on est dans un pays majoritairement musulman que nous disons nous sommes les musulmans et il faut développer une culture de dhimmi, c'est-à-dire une culture justement où l'autre n'a pas les mêmes prérogatives. Nous devons, et c'est pourquoi bâtir cet espace laïque est fondamental si nous voulons continuer à préserver le Sénégal et la stabilité du Sénégal. Bâtir cet espace de tolérance est fondamental si nous voulons continuer à préserver le Sénégal. Mais à condition aussi que vous preniez le temps de connaître l'autre, de savoir qui est l'autre. Ce n'est pas parce que vous étudiez la religion de l'autre que vous allez forcément vous convertir à cette religion, mais ça vous permet de mieux connaître votre vis-à-vis. Avoir du respect pour tout le monde. Et essayer, et ça on ne le dit pas, depuis Senghor dans ce pays, il y a le respect des équilibres les équilibres sont subtils. On ne le dit pas. Mais on ne peut pas concevoir un gouvernement sans chrétiens. Vous savez, pendant longtemps dans ce pays, les catholiques ou les chrétiens ont joué un rôle de premier plan de ce que j'appelle l'information scientifique. Les bibliothécaires, les documentalistes, etc. Et on avait un ami à l'époque, abbé Benoît, le grand abbé du fondateur, je ne sais pas il est fondateur, mais il a joué un rôle de premier plan dans Afrique Nouvelle, le journal où travaillait aussi notre ami pendant un moment, Eugénie Rokhaya Aw. Donc, il y a eu ce travail essentiel. Et j'avais l'habitude de dire à Théodore Ndiaye, que j'ai pitié de son âme, de Présence chrétienne, que moi j'étais membre associé de Présence chrétienne. Alors, ça me paraît fondamental, essentiel. Il faut connaître l'autre, il faut travailler autour de l'autre. En me résumant, je dirais que le Sénégal est un modèle dans ce domaine. Je l'ai présenté à Washington, le modèle du Sénégal, autour de la citoyenneté, comment on appelle ça, l'État laïque, etc. Et ce jour, on a toutes les institutions de Washington étaient là parce que j'étais une boursière du National Endowment for Democracy. Ils sont venus, ils ont écouté. Et qu'est-ce qu'on a dit? C'est ce modèle que nous devons proposer à un pays comme le Soudan. À un pays comme le Soudan, effectivement, après Omar el-Bachir est venu au Sénégal, visiter le Sénégal, mais je crois que ce modèle, l'UNESCO a intérêt à l'ériger en tant que système. Et il faut organiser une conférence sur le modèle sénégalais. Pour deux raisons. Renforcer ce modèle, mais aussi le proposer à beaucoup de pays africains.